Bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir donc, pour cette journée du GRIG donc, qui est consacrée aux infections pendant la grossesse. Donc, le GRIG, c'est le groupe de recherche pour les infections pendant la grossesse. Donc, on est une association qui avons plusieurs actions, entre autres donc, de faire cette journée au sein de Paris Santé Femmes, mais également de produire des webinaires, des vidéos. On a un site internet sur lequel il y a toutes les actualités infectieuses que vous pouvez consulter. Donc, vous tapez GRIG dans Google. Et toutes les vidéos, les webinaires sont en libre accès, etc. Et on édite aussi des documents pour l'aide à la prescription ou d'information des patientes. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de la journée. Moi, je suis ravie d'accueillir pour cette session microbiote. Donc, c'est la parole et puis je vous laisse vous installer. Voilà, donc on va commencer cette session microbiote par le maître du microbiote, ce qui est donc bien normal, Harry Sokol, qui est gastroentérologue, professeur de gastroentérologie à l'hôpital Saint-Antoine, et donc un grand leader de tout ce qui tourne autour du microbiote intestinal, de la transplantation fécale, et en particulier des maladies inflammatoires intestinales, et qui va vous donner un talk à la fois bref, clair, concis et compréhensible sur qu'est-ce que c'est que cet univers, le microbiote. À toi, Harry. Merci. Merci Alexis, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler effectivement du microbiote et on m'a également demandé de vous dire comment est-ce qu'on peut moduler ce microbiote. Donc je vais prendre des exemples effectivement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Voilà mes conflits d'intérêts. Donc le microbiote, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que ça représente? Donc pour un adulte qui fait 70 kg, on a à peu près 2 kg de contenu intestinal. Dans ces 2 kg, il n'y a pas que des micro-organismes, il y a beaucoup d'autres choses, notamment beaucoup d'eau. On estime qu'on a autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps, c'est-à-dire 10 puissance 13. Donc dans 1 gramme de matière fécale, 1 gramme c'est une toute petite noisette, vous avez plus de 100 milliards de micro-organismes. Dans nos cellules humaines, on a notre génome humain, évidemment. Si on met bout à bout les gènes qui sont présents dans le microbiote d'un sujet humain sain, ça représente 25 fois le génome humain, ce qui vous donne une idée à la fois de la capacité théorique fonctionnelle de ce microbiote et en même temps de la masse d'informations que ça représente si on veut analyser ce microbiote. Donc dans le microbiote, on a des bactéries. En tout cas, c'est la partie que l'on connaît le mieux de ce microbiote. Au niveau colique, ces bactéries, elles sont essentiellement anaérobies strictes, très difficiles à faire pousser. Elles appartiennent à ces 2 grands groupes qui sont en rouge et en jaune ici, les Bacteroidetes et les Firmicutes. Et globalement, les médecins, même les gastro-entérologues, même les microbiologistes connaissent assez mal ces bactéries parce qu'elles ont beaucoup de mal justement à pousser en culture. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres types de micro-organismes dans notre intestin, des champignons, des virus, notamment des phages, qui sont des virus qui ciblent les bactéries et donc potentiellement modulent les populations bactériennes dans l'intestin. Encore d'autres types de micro-organismes, des archées, des protistes. Et donc finalement, on a vraiment un écosystème extrêmement complexe dont on ne fait pour l'instant que effleurer la surface. Des interactions très complexes entre ces micro-organismes et aussi bien sûr avec nos cellules humaines dans l'intestin. Donc ce microbiote, il a beaucoup de rôles et de nombreuses fonctions pour notre physiologie qu'on peut, on va dire, schématiquement scinder en différentes catégories. Un rôle sur notre métabolisme, la production de vitamines, un rôle dans la régulation du métabolisme énergétique, qu'il soit glucidique ou lipidique, la dégradation des xénobiotiques, etc. Un rôle de maintien de la barrière intestinale. L'intestin, bien sûr, sa fonction principale, c'est d'absorber les calories, mais en même temps, c'est une surface potentiellement d'agression vis-à-vis du monde extérieur, et donc, ça ne peut pas être une passoire ouverte à tous les vents. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent de protéger cet intestin. Et le microbiote va jouer un rôle, par exemple, en renforçant les jonctions serrées entre les cellules épithéliales de l'intestin, en induisant la sécrétion des IgA dans la lumière, la production de peptides antimicrobiens par les cellules épithéliales de l'intestin.
Un rôle majeur dans les fonctions immunitaires, stimulation, maturation de l'immunité, que ce soit dans l'intestin, mais aussi beaucoup plus globalement dans l'ensemble de notre corps. La protection contre les pathogènes dans l'intestin, notamment en entrant en compétition avec eux pour des nutriments, des sites d'attachement, etc. Et puis, des effets à distance. J'ai cité le cerveau, mais vous entendrez parler tout à l'heure d'effets à distance au niveau placentaire ou fœtal, notamment. Du fait de toutes ces fonctions, c'est finalement assez logique de se dire que si ce microbiote est altéré, il va pouvoir jouer un rôle dans la survenue, la gravité, la chronicité d'un certain nombre de pathologies. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pathologies dans lesquelles on pense que le microbiote est impliqué, bien que on ne connaisse pas encore toujours le poids du microbiote parmi les autres facteurs. Et donc, il faut aussi être prudent, surtout en tant que professionnel de santé, quand on entend que le microbiote est impliqué dans telle ou telle maladie. Oui, il est peut-être ou probablement impliqué, mais pas forcément à un niveau majeur qui fait qu'on va peut-être jouer dessus d'un point de vue thérapeutique. En tout cas, c'est un des objectifs de la recherche aujourd'hui. Le microbiote, il est sous une double influence. Notre génétique, notre immunité, donc finalement les facteurs de l'hôte, et puis les facteurs environnementaux auxquels on est soumis. Et donc dans les facteurs environnementaux, vous avez en gros 2 grandes parties dans votre vie. Tout ce qui va se passer au début de la vie, et je ne vais pas trop aller dans le détail puisque vous allez avoir des éléments là-dessus avant, mais en 2 mots, le mode d'accouchement, le type d'alimentation, etc., vont avoir des effets sur les premières rencontres avec le monde microbien à partir de la naissance, puisque in utero, jusqu'à présent, on dit qu'il n'y a pas de micro-organismes vivants. Et donc, ces premières interactions avec le monde microbien à la naissance vont être très importantes pour la mise en place de notre physiologie, que ce soit sur le plan immunitaire, métabolique, peut-être même neuropsychiatrique. Et donc, si on perturbe ces premières interactions entre le nouveau-né et le monde microbien, eh bien, on a maintenant un certain nombre d'éléments qui nous montrent que cela va avoir des conséquences sur la survenue de maladies plus tard dans la vie à l'âge adulte, maladies liées à l'immunité, allergies, maladies inflammatoires diverses, mais aussi peut-être maladies métaboliques et peut-être également neuropsychiatriques. Au niveau adulte, et donc pour le microbiote, l'âge adulte, ça commence assez tôt, hein, aux alentours de 3 à 5 ans. Là encore, beaucoup de facteurs vont pouvoir avoir des effets sur notre microbiote. L'alimentation est un facteur majeur, avec notamment la présence des fibres végétales dans les fruits et les légumes, qui sont digérés non pas par nos enzymes humaines, mais par les bactéries de notre côlon. On sait également qu'il y a d'autres facteurs dans l'alimentation qui peuvent être délétères cette fois-ci, notamment tous les additifs présents dans les aliments ultra-transformés. Et aujourd'hui, vraiment, c'est bien reconnu que l'alimentation ultra-transformée est très clairement délétère, notamment via des effets sur le microbiote. Bien sûr, les antibiotiques, probablement beaucoup de médicaments hors des antibiotiques ont des effets sur le microbiote. Dans les études récentes, on dit que de l'ordre de 25% des médicaments que l'on donne aux patients qui ne sont pas des antibiotiques ont des effets sur le microbiote. Et donc, bien sûr, tout cela peut entraîner des perturbations et avoir des effets sur nous. L'alimentation, c'est probablement le meilleur moyen et le plus simple pour modifier, moduler son microbiote intestinal. Je vais juste vous montrer 2 exemples. Ici, un exemple chez la souris, une souris qui mange essentiellement des végétaux. Donc, vous avez ici une image de son microbiote. C'est une échelle en jours, hein, vous voyez, c'est très court. Et si on modifie son alimentation sur cette période de 4 jours en réduisant la part de végétaux, eh bien, vous voyez que le microbiote va se perturber. Et si on revient au régime initial, il va revenir à un état initial. Mais donc là, vous voyez qu'en quelques jours, il y a des effets importants. Et chez l'homme, on a des éléments qui montrent exactement la même chose. Ici, c'est un papier qui a maintenant plus de 10 ans, mais qui est toujours très intéressant, qui a comparé des enfants européens, italiens en l'occurrence, à des enfants vivant en Afrique rurale, au Burkina Faso. Et vous avez la composition des microbiotes entre ces enfants européens et africains. Et vous voyez de manière assez simple qu'ils sont extrêmement différents. Et notamment, l'une des différences, c'est que vous avez ces bactéries vertes ici qui apparaissent chez les enfants africains, qui sont des bactéries qui sont capables de dégrader des fibres végétales extrêmement solides, qui sont présentes justement dans le millet et le sorghum, qui est une des sources d'alimentation majeures dans ces populations. Inversement, dans les pays occidentaux où on va avoir beaucoup moins de fibres, ces bactéries vont avoir tendance à diminuer. Je vais maintenant vous parler d'autres types d'interventions sur le microbiote.
hors de l'alimentation et en prenant l'exemple des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ce sont des pathologies dans lesquelles, bien sûr, on a évoqué le rôle du microbiote il y a déjà assez longtemps, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de données dans ces maladies. Donc ces maladies, il y en a deux, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, qui affectent des sujets sains, altèrent leur qualité de vie. Ce sont des maladies chroniques avec des phases de poussée et de rémission. Il peut y avoir différents types de complications, des poussées sévères menant à des hospitalisations, des infections ou des cancers liés à l'inflammation chronique, mais aussi favorisées par les immunosuppresseurs qu'on est amené à donner à ces patients. Ce ne sont pas des maladies rares, il y a plus de 200 000 cas en France, avec un risque cumulé de développer une de ces maladies au cours de la vie qui est supérieur à 1%, et en plus de ça, l'incidence augmente partout dans le monde. Donc le rôle du microbiote dans ces maladies, il est maintenant bien démontré, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler, mais un des éléments, c'est que ce microbiote, chez ces patients, il est altéré, avec, d'un point de vue des bactéries, certaines bactéries dont l'abondance va augmenter, et qui ont plutôt des effets pro-inflammatoires, et inversement d'autres bactéries dont l'abondance va diminuer et qui ont des effets anti-inflammatoires. À côté des bactéries, maintenant on s'intéresse aux effecteurs et donc potentiellement aux métabolites produits par ces bactéries. Et de la même manière qu'on a des bactéries qui sont pro- ou anti-inflammatoires, on a également des métabolites qui sont bénéfiques ou délétères. Donc, une des stratégies pour moduler le microbiote d'un point de vue thérapeutique, c'est d'essayer de taper, entre guillemets, sur ces mauvaises bactéries. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut utiliser des antibiotiques, mais malheureusement, c'est très peu spécifique. Donc c'est un peu la bombe atomique, et donc on va avoir des micro-organismes qui vont mourir alors qu'on n'a pas forcément voulu cela. Ou alors, on peut utiliser d'autres stratégies beaucoup plus spécifiques, comme les phages, donc les virus qui ciblent les bactéries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, on peut sélectionner des phages pour aller tuer de manière spécifique telle ou telle bactérie, un peu comme un tireur d'élite finalement dans le microbiote. Un exemple avec une bactérie qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, que vous connaissez, mais qui est présente dans l'intestin et dont l'abondance est augmentée. Ici, vous voyez, ce sont des données issues de différents pays, France, Israël, Amérique et Allemagne. Et c'est d'ailleurs, en France, c'est notre cohorte de l'hôpital Saint-Antoine dans ce travail. Et donc, on voit que l'abondance de cette bactérie augmente par rapport au sujet sain. Et donc, ce qui a été fait dans ce travail coordonné par des Israéliens, c'est d'essayer de cibler cette bactérie, d'abord de démontrer son effet pro-inflammatoire et après de la cibler. Donc, ce qu'ils ont observé, c'est que cette bactérie, lorsqu'on la mettait dans des souris, dans un modèle d'inflammation, eh bien, ça aggravait l'inflammation intestinale par rapport aux souris qui n'étaient pas colonisées avec cette bactérie. Et ils ont construit un cocktail de phages pour aller tuer spécifiquement cette bactérie dans l'intestin. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'effectivement, en faisant cela, ils améliorent l'inflammation intestinale. Ici, vous voyez la mortalité de la souris qui est diminuée. Et ici, c'est la concentration de la bactérie en question qui diminue d'un facteur 1 log et demi comparé aux souris qui ne sont pas traitées. Ensuite, ils ont fait un premier essai d'administration chez l'homme. Alors là, chez des sujets sains, juste pour montrer la faisabilité. Et effectivement, ils ont montré que c'était faisable, que c'était très bien toléré et que le taux du phage dans les selles montait très fortement et restait pendant la durée de l'administration à un taux élevé. Bien sûr, maintenant, il reste à démontrer un effet thérapeutique chez des patients qui ont beaucoup de cette bactérie et qui ont une maladie inflammatoire. Deuxième stratégie pour agir sur le microbiote, c'est cette fois-ci de favoriser les bonnes bactéries. Et donc là, on a plusieurs stratégies possibles, la transplantation fécale, l'utilisation de probiotiques de nouvelle génération ou des postbiotiques dont on va parler rapidement. Donc la transplantation fécale, le concept, il est simple, c'est de remplacer un microbiote anormal pour lequel on pense qu'il joue un rôle dans la maladie par un microbiote sain en espérant avoir des effets thérapeutiques. Donc dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a 4 essais randomisés. Ici, c'est les 4 premiers. Il y en a eu d'autres depuis, mais c'est les 4 premiers qui ont montré un effet positif de la transplantation fécale chez les patients avec rectocolite hémorragique, avec globalement une mise en rémission dans 30% des cas contre 5 à 10% dans le groupe placebo. Une grande hétérogénéité d'une étude à l'autre, des essais globalement de petite taille, mais globalement positifs. Dans la maladie de Crohn, il y a un seul essai qui a été réalisé, et c'est celui qu'on a réalisé à Saint-Antoine, avec un design un peu particulier. Au lieu d'essayer de faire de la transplantation fécale pour calmer l'inflammation, c'est-à-dire avoir un patient qui est
finalement apporter les selles d'un donneur sain alors qu'il y a une inflammation active dans l'intestin. On a fait une stratégie un peu différente. On a inclus les patients en poussée. D'abord, on les a traités par corticoïdes pour éteindre l'inflammation systémique et ensuite, ils ont été randomisés pour recevoir une transplantation fécale par coloscopie ou un placebo. Puis ensuite, on a diminué les doses de corticoïdes comme on le fait de manière classique. Alors, c'était une toute petite étude, vous voyez, 9 patients par groupe, une étude pilote. À l'époque, c'était vraiment très, très nouveau. Là, c'est publié en 2020, mais le protocole a été écrit en 2012. Donc, vous voyez que ça a mis beaucoup de temps. Vous avez ici les résultats, on va dire, bruts de l'étude. Tous les patients sont par définition en rémission clinique au moment où ils sont randomisés. Et vous voyez que les patients qui ont eu une transplantation fécale, globalement, vont récidiver moins vite que ceux qui ne l'ont pas eu, en sachant qu'ici, ce n'est pas statistiquement significatif, puisque les nombres de sujets sont beaucoup trop faibles. Néanmoins, sur d'autres paramètres, ici, c'est l'activité endoscopique. On avait une significativité dans le groupe avec transplantation fécale comparé à l'autre. Et dans cette étude, on a observé que l'effet thérapeutique était associé avec la colonisation du microbiote du donneur. C'est-à-dire que les patients qui réellement restaient en rémission pendant la durée de l'étude, c'est-à-dire à peu près 6 mois, avaient une colonisation active par le microbiote du donneur. Donc tous ces résultats, ils sont très intéressants, mais la transplantation fécale, c'est extrêmement complexe. On a beaucoup de facteurs qui ne sont pas déterminés. Et donc, utiliser ce type de traitement pour traiter des maladies chroniques et fréquentes, c'est assez peu probable et assez peu faisable. En revanche, ces études, elles sont très intéressantes pour identifier des molécules actives et des molécules ou des bactéries actives dans le microbiote. Et par exemple, dans cette étude, c'est ce que l'on a fait, on a corrélé l'activité de la maladie à la composition du microbiote et on a identifié comme ça, ou plutôt on a réidentifié comme ça, une bactérie que l'on connaît, nous, depuis longtemps, qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii, et dont l'abondance était corrélée négativement avec l'activité de la maladie, donc suggérant potentiellement un effet anti-inflammatoire. Et en fait, cette bactérie, on avait déjà démontré son effet anti-inflammatoire il y a presque 15 ans maintenant, dans des modèles murins et sur des modèles cellulaires. On a démontré depuis les effets, les mécanismes par lesquels ça passe, c'est-à-dire la production de molécules qui vont bloquer des voies de l'inflammation dans les cellules épithéliales, et puis la stimulation d'un profil immunorégulateur dans les cellules immunitaires de l'intestin, notamment passant par une induction de production de l'interleukine 10. Et donc, il y a un essai clinique qui vient de commencer il y a quelques mois dans la maladie de Crohn avec cette start-up. Alors, je vais passer vite parce que je me rends compte que je suis déjà hors du temps. Donc, de la même manière qu'on peut utiliser des bactéries issues du microbiote, et donc ça c'est le concept de probiotique de nouvelle génération, on peut aussi utiliser des molécules produites par les bactéries, et donc ça c'est le concept de postbiotique, et il y a toute une catégorie de métabolites comme ça qui sont potentiellement intéressants. Voilà. On a néanmoins besoin de quand même beaucoup mieux comprendre les mécanismes par lesquels tout cela passe pour pouvoir proposer de nouvelles interventions thérapeutiques basées sur le microbiote. Je vous remercie. Merci infiniment, Harry, pour cet exposé très, très clair, j'espère pour vous aussi, et surtout très actuel, avec vraiment des moyens très pointus, décrits et très, très fiables de modifier le microbiote. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, non, pardon, on fait les questions à la fin. Ouh, j'ai dit une bêtise. Donc, c'est à toi. À toutes les questions à la fin, l'idée, c'est voilà, que vous ayez l'ensemble des topos pour faire la somme un peu des informations qu'on vous donne. Je vais essayer de mettre en lumière le microbiote dans tout ce qui est notre spécialité à nous, c'est-à-dire l'obstétrique et le suivi de grossesse, et puis la pédiatrie, pour que vous compreniez l'intérêt en fait de cette session. Pour nous, c'est très important que toute la profession s'empare de l'importance du microbiote dans notre spécialité. Donc, il faut comprendre que le microbiote, c'est une entité qui est dynamique, qui va interagir avec les réseaux moléculaires et cellulaires, et que les changements hormonaux de la grossesse vont être responsables de modifications physiologiques importantes. Et ces modifications physiologiques, elles vont avoir pour but de favoriser la croissance et la santé fœtale. Et donc, le microbiote, il va être orienté vers la production et le stockage de l'énergie. Il va y avoir la nécessité d'un équilibre dans ce microbiote pour avoir la tolérance immunologique vis-à-vis des antigènes fétaux et puis pour avoir l'immunité contre les agents infectieux et l'environnement extérieur. Et on va avoir un équilibre entre les hormones de grossesse, une interaction entre les hormones de grossesse, le système immunitaire et le microbiote.
Et ces modifications microbiennes vont permettre de maintenir l'homéostasie pendant toute la grossesse. Et donc on comprend bien que si on a des perturbations de ce microbiote, eh bien, on peut être sujet à avoir des complications de la grossesse. C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce topo, notamment sur l'accouchement prématuré, la prééclampsie et le diabète gestationnel, voir l'impact du microbiote dans ces pathologies bien connues. Juste un petit rappel sur ce qui est autre que le microbiote intestinal dont on vient de parler. Il va y avoir aussi un microbiote vaginal, et ce microbiote vaginal, il est dominé par lactobacillus, que vous connaissez très bien, qui est producteur d'acide lactique. Et ça va être très difficile de définir la composition d'un microbiome universellement normal, puisqu'il y a une variabilité très importante entre les patientes, mais il va y avoir tout de même des caractéristiques un peu communes qui sont considérées comme un microbiote qui sera sain et normal. Il va être modulé par les caractéristiques maternelles, notamment des paramètres de vie classique des patientes, la pauvreté, le nombre d'années d'études, l'état civil, l'âge, la dépression, le stress, tout ça, ça va influer sur le microbiote vaginal, et puis ça va être intercorrélé et distribué différemment selon l'ethnie, puisque l'ethnie va aussi jouer sur ce microbiote vaginal. Et puis il va y avoir une transformation de ce microbiote vaginal toute la vie, avec la modification liée au développement sexuel, l'activité sexuelle de la patiente, la période de menstruation, ses pratiques d'hygiène, on y reviendra, et puis le niveau hormonal aussi de cette patiente. Notamment dans les pratiques d'hygiène, la douche vaginale va avoir un impact sur le microbiote vaginal et va être associée à la vaginose bactérienne. Ce qui est difficile, c'est de savoir si c'est lié au fait que les patientes ont une vaginose, donc elles sont une douche vaginale, ou si la vaginose est liée à cette douche vaginale. C'est toujours difficile, c'est l'œuf et la poule. Et donc, dans ce microbiote vaginal, on va pouvoir se retrouver dans une situation d'altération quantitative ou qualitative des microbiotes, ce qu'on appelle la dysbiose vaginale, où il y aura une réduction de lactobacillus et une augmentation des anaérobies. Et cette dysbiose va être responsable d'une activation du système immunitaire et donner des pathologies que vous connaissez, donc les infections sexuellement transmissibles, des maladies inflammatoires pelviennes, et puis les risques d'accouchement prématuré et de rupture prématurée des membranes. Pendant la grossesse, ce microbiote vaginal, il va évoluer vers un état plutôt stable, mais moins diversifié et dominé par le lactobacillus. Et il va y avoir une production de molécules antibactériennes et d'acide lactique qui vont abaisser le pH et essayer de prévenir les infections bactériennes ascendantes qui viennent du vagin. Il va y avoir un profil microbien en début de grossesse qui va être avec une prévalence plus faible en mycoplasme et en uréaplasma, et une richesse et une diversité qui vont être moindres. Et ça c'est la normalité, avec une abondance élevée de lactobacilles. Il va y avoir une variation significative du taux de lactobacilles entre le premier et le troisième trimestre, avec une diminution d'un des lactobacilles, qui est la lactobacille iners, dont on reparlera plus tard. Et donc c'est important de savoir s'il y a une signature microbienne qui va pouvoir prédire les événements pathologiques pendant la grossesse. On peut parler aussi du microbiote utérin et placentaire, puisqu'il y a aussi, dans certaines études, en tout cas, décrit des bactéries au niveau utérin. Les études disent en général que ce sont les mêmes à peu près que au niveau du vagin, mais avec un nombre qui est inférieur. Mais il y a aussi un microbiote utérin indigène, considéré par d'autres études. C'est une discussion qui est encore en cours sur la présence ou pas de ce microbiote au niveau utérin, et encore plus la discussion au niveau du microbiote placentaire. On va en reparler tout à l'heure avec Rémi Schwind. Mais en tout cas, il y a un impact de la possibilité de la présence d'un microbiote utérin dans la prise en charge de la PMA et dans l'impact éventuellement de la réceptivité utérine et de l'issue des PMA. Donc c'est important d'essayer de travailler sur ce concept. Enfin, le microbiote intestinal, on en a parlé juste avant. Et donc, en cours de grossesse, ce microbiote intestinal, il va se modifier. Au niveau du premier trimestre, on va avoir un microbiote qui est similaire aux patientes qui ne sont pas enceintes. Et au troisième trimestre, on va plutôt avoir un microbiote qui s'apparente aux patients avec un syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'on va avoir une réduction de la diversité bactérienne individuelle, une augmentation du nombre de bactéries et une proportion plus importante de certaines bactéries de type Actinobacteria et Proteobacteria qui sont associées à l'inflammation. Et ces bactéries et les bactéries qui produisent le butyrate, qui sont importants, vont diminuer. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion de modification du microbiote pendant la grossesse. Et donc, vous allez avoir une diminution de l'alpha-diversité et une augmentation de la bêta-diversité. Ce changement de microflore intestinale, il va jouer un rôle dans la régulation du métabolisme des nutriments, et quand on va avoir une dysbiose, eh bien, on va avoir une modification de l'acquisition des ressources énergétiques. Donc ça doit être pris en compte. Et puis enfin, il y a le microbiote oral, qui pendant la grossesse est considéré comme stable, avec juste une modification de certains des microbes, avec une augmentation de certains, du Streptococcus par exemple, qui est responsable des caries dentaires, ou de certains agents pathogènes parodonto. Mais tout le monde n'est pas tout à fait... il y a beaucoup de différences dans les différentes études.
Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de voir s'il y a un lien entre l'accouchement prématuré et le microbiote. On sait que l'accouchement prématuré, c'est 10% des naissances et que c'est une cause majeure de morbimortalité, qu'il y a de nombreux facteurs qui peuvent influer, mais le microbiote a probablement sa part également dans ce risque. Le microbiote vaginal, il est protecteur des infections quand il est bien équilibré. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une faible diversité, qu'il soit dominé par des espèces de lactobacillus. Et là, il va être considéré comme sain. Si par contre vous avez un microbiome qui est diversifié avec une faible abondance de lactobacilles et une quantité élevée de bactéries anaérobies, vous allez être dans un contexte de dysbiose. Et donc ce diagnostic de vaginose bactérienne va pouvoir être en lien avec cet accouchement prématuré. Le problème, c'est que vous avez une discordance dans les différentes études sur la causalité de cette vaginose bactérienne dans l'accouchement prématuré. Et il est important de savoir répondre à cette question, puisque cette dysbiose vaginale, elle touche des millions de femmes et que c'est important de comprendre son rôle dans l'accouchement des enfants avant 37 semaines. On peut regarder cette méta-analyse qui avait été faite par Gudna Dottir qui montre que le fait d'avoir une prédominance de Lactobacillus crispatus était la meilleure composition du microbiote pour éviter d'avoir un accouchement prématuré. Il ne s'avançait pas sur le côté protecteur, mais en tout cas, c'était un critère. Et par contre, d'avoir une faible teneur en lactobacilles augmentait le risque d'accouchement prématuré avec un ratio 1,69. Donc, vous avez sur ce petit schéma la variation en fonction du lactobacille qui était présent et impacté en référence avec le L. crispatus. Et donc, quand vous avez un groupe faible en lactobacilles, eh bien, vous allez avoir plus de Gardnerella et de Prévotella, et c'est connu pour favoriser les cytokines pro-inflammatoires qui sont souvent présentes dans les patientes qui font des ruptures prématurées. Donc, ça va dans le sens, effectivement, d'un risque d'accouchement prématuré augmenté. On voit également que la prédominance dans le microbiote du Lactobacillus iners va évoluer également plus souvent vers une communauté diversifiée et donc un risque d'accouchement prématuré, notamment parce qu'il va renforcer l'adhésion du Gardnerella au niveau des cellules épithéliales. Et donc ce déséquilibre va être un des éléments qui nous fait penser qu'il peut y avoir un impact du microbiome. Il y a une étude également qui s'était basée sur les caractéristiques des patientes par rapport au risque d'accouchement prématuré. Et aux États-Unis, ils ont la problématique d'avoir plus d'accouchements prématurés chez les patientes à peau noire versus les patientes à peau blanche. Et ils se sont rendus compte que le microbiome des patientes à peau noire était différent, avec une plus grande diversité alpha, plus de Lactobacillus iners et moins de Lactobacillus crispatus, ce qui va dans le sens effectivement d'un risque plus important d'accouchement prématuré. Et on voit que ce risque d'accouchement prématuré, il est 60% quand on a une dominance L. crispatus, il est de 60% du risque de celui si vous avez une dominance de L. iners. Donc on a vraiment une différence dans ce risque en fonction de votre dominance de lactobacille. Et pourquoi ? Eh bien parce que le lactobacille crispatus, eh bien, il va supprimer la colonisation et le développement d'un microbiome de type vaginose, ce que ne fait pas le L. iners. Et donc c'est quelque chose qui a une vraie explication physiologique. Je reviens aussi, de par cet article, qui avait soulevé justement ce problème de douche vaginale. Ça peut paraître un petit peu idiot, mais en fait, ça a un impact énorme dans l'équilibre du microbiome. Et donc, quand vous allez faire une étude sur le microbiote, eh bien, vous devrez tenir compte de cette pratique chez des patientes, puisque ça va modifier le microbiome vaginal, et que ça va modifier du coup votre risque de naissance prématurée. Donc c'est un facteur très important à prendre en compte. Et on ne sait pas si c'est la douche vaginale qui va déséquilibrer ou si c'est le déséquilibre qui conduit à la douche vaginale. Mais en tout cas, on a une association des deux avec le risque d'accouchement prématuré. Donc dans cette étude, on voyait bien la différence au niveau des lactobacilles en fonction des patientes qui sont à peau noire ou à peau blanche, avec plus de iners chez les patientes à peau noire. On a également, dans d'autres études, la confirmation de cette association entre le microbiote vaginal pauvre en lactobacilles et l'augmentation de l'abondance en Gardnerella ou en uréaplasma. Et puis, chez les patientes qui ont des ruptures prématurées des membranes, eh bien, les patientes qui vont avoir une dominante en Lactobacillus crispatus auront moins de complications intramyotiques et de sepsis néonatale que celles qui auront de l'uréaplasma, par exemple. Pareil, il est important de s'intéresser à ce que vont synthétiser ces bactéries, et il y a certaines bactéries qui vont être retrouvées chez les patientes avec des accouchements prématurés qui va avoir un profil de surexpression de cytokines pro-inflammatoires et qui vont dans le sens du surrisque d'accouchement prématuré. Donc c'est intéressant de s'intéresser à rechercher cette signature microbienne et cytokinique qui pourrait être utilisée comme un prédicteur précoce de l'accouchement prématuré.
Il y a également l'association du microbiote oral à ce risque d'accouchement prématuré. Il y a beaucoup de données contradictoires sur l'interaction entre le microbiote oral et cet accouchement prématuré. Quoi qu'il en soit, la présence de Porphyromonas gingivalis est plus abondante dans certaines études dans ce risque d'accouchement prématuré et peut-être aussi dans le liquide amniotique, avec une augmentation aussi des fusobactériums. Et quand on regarde dans la littérature, eh bien, la notion de parodontite ressort quand même dans des revues de la littérature et des méta-analyses. Et on pense que le traitement parodontal de maladies préexistantes avant 21 semaines pourrait réduire le risque de naissance prématurée, puisque cette inflammation parodontale serait un réservoir de microbes et sécréterait des cytokines pro-inflammatoires qui affecteraient aussi l'inflammation systémique. Mais ça reste avec beaucoup de données contradictoires selon les études. Si on regarde les données qui existent sur prééclampsie et microbiote, eh bien on voit qu'il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a un déséquilibre avec plus d'agents pathogènes opportunistes dans le microbiote chez les patientes prééclamptiques, et notamment ces germes que vous reverrez souvent, qui sont le Fusobacterium, le Blottia, qui sont corrélés avec l'hypertension, la protéinurie, les œdèmes, le bilan hépatique perturbé et la créatinine chez les patientes. Et avec moins de bactéries qui vont être bénéfiques, qui sont des bactéries qui sont productrices d'acides gras à chaîne courte et d'autres bactéries qui ont une action anti-inflammatoire et qui favorisent l'homéostasie et qui renforcent la barrière intestinale. Et donc, vous allez avoir un déséquilibre qui va être retrouvé chez les patientes prééclamptiques qui se retrouvent vraiment au niveau du microbiote. Et quel va être l'impact ? Eh bien, ces bactéries qui sont opportunistes vont avoir une contribution plus importante à la synthèse d'LPS, les lipopolysaccharides qui ont une fonction d'augmentation de l'inflammation. Pardon. Une fonction d'augmentation de l'inflammation, et on va retrouver dans certaines études une augmentation de la concentration de LPS au niveau fécal et au niveau plasmatique, et une augmentation des bactéries qui font cette biosynthèse de LPS et de toxines bactériennes qui vont être corrélées au risque d'HTA, de protéinurie et à l'altération du bilan hépatique. De l'autre côté, avec la diminution des bactéries qui sont bénéfiques, eh bien, on va avoir une réduction de la production des acides gras à chaîne courte, qui sont des molécules qui vont réduire l'hypertension, l'inflammation et qui vont protéger aussi la barrière intestinale, notamment la diminution des firmicutes va avoir cette action-là, et donc on va augmenter également le risque de prééclampsie. Donc on a un vrai déséquilibre chez les patientes qui présentent une prééclampsie. Et donc il y a eu cette étude qui a été faite par Lee, qui a fait une étude randomisée mendélienne où il va rechercher de façon assez compliquée d'un point de vue statistique les bactéries qui peuvent être favorisées ou favoriser une situation ou une autre, et qui a remarqué que quand on avait certaines bactéries, notamment la Bifidobacterium ou ces autres bactéries un petit peu compliquées ici, eh bien, on allait avoir un effet protecteur contre la prééclampsie avec un odds ratio qui est quand même assez important, parce que certaines vont notamment produire les AGCC et améliorer justement la fonction endothéliale et diminuer ce risque de prééclampsie. Et il a constaté que dans les patientes qui avaient une prééclampsie, eh bien, on avait une diminution de l'acide butyrique qui est produit par certaines bactéries et qui augmentait le risque de prééclampsie parce que justement cet acide butyrique agit sur SFLT1, la S-endoglyne et PAI1, qui sont des molécules que vous connaissez déjà dans la prééclampsie. Donc on a vraiment une régulation par les bactéries. On a également, dans cette étude, démontré qu'il y avait une diminution de l'alpha-diversité et puis un dérèglement entre l'équilibre entre certaines bactéries qui étaient plutôt défavorables et celles qui étaient favorables, et qui du coup allaient dans le sens d'un impact du microbiote sur le développement de la prééclampsie. Ils n'ont pas vu par contre de différence entre les prééclampsies sévères et les non sévères, avec un cut-off à 33 semaines. Et pour démontrer l'impact du microbiote, ils ont fait un inoculat fécal de patientes qui avaient une prééclampsie et de patients qui n'avaient pas de prééclampsie dans des souris préparées, et ils ont montré qu'ils arrivaient à provoquer le phénotype prééclamptique chez ces patientes avec une atteinte placentaire, une atteinte de la barrière intestinale également, avec une atteinte inflammatoire. Donc ça va dans l'idée d'une translocation bactérienne, probablement de molécules du microbiote. Enfin, on a également un impact du microbiote sur le diabète gestationnel. On sait que le microbiote va avoir une action de modulation de l'insulinorésistance et de la réponse inflammatoire pendant la grossesse, qui va permettre la croissance fœtale. Il y a différentes études qui retrouvent une association du microbiote avec le diabète gestationnel, et notamment dans l'absence de changements qui devraient être effectués dans l'évolution du microbiote, qui peuvent du coup gêner les modifications physiologiques naturelles de la grossesse. Et notamment, on va avoir une augmentation d'un certain nombre de bactéries et de rapports de bactéries entre elles, et une réduction d'autres qui seraient
favorable justement à une homéostasie de la glycémie. Et donc Neri disait dans son étude voilà, qu'on avait ce déséquilibre entre les patientes qui étaient healthy et celles qui avaient un diabète gestationnel en fonction de ces bactéries. Et on peut regarder justement des choses qui vont être prédictives. Avant 20 semaines d'aménorrhée, on aura déjà ce déséquilibre qui peut nous donner une information sur le risque de diabète gestationnel. Et donc on trouve dans la littérature des biomarqueurs de diabète gestationnel au premier trimestre, au troisième trimestre, des biomarqueurs de glycémie avec un microbiote qui sera plutôt favorable avec des patientes qui n'auront pas de diabète, et puis des déséquilibres entre ces bactéries qui vont être pour nous des marqueurs d'équilibre ou de déséquilibre du diabète gestationnel, avec l'impact d'un rapport qui serait déséquilibré avec des glycémies élevées, le rapport entre la présence de certaines bactéries et l'HbA1c, et puis la présence de certaines bactéries qui vont nous dire si on est sur justement un équilibre glycémique grâce au régime ou l'absence d'équilibre du diabète gestationnel avec le régime alimentaire. Donc, c'est des marqueurs très intéressants au niveau du microbiote. Desiena avait fait un petit tableau en fonction des différentes pathologies que je viens de vous exposer avec les bactéries qui sont augmentées et celles qui sont réduites. Et donc, pour finir, juste, voilà, je voudrais vraiment que vous compreniez que le microbiote, c'est vraiment très important en obstétrique. Que maintenir un microbiote sain pendant la grossesse avec une alimentation équilibrée et une limitation des antibiotiques, ça va permettre justement de limiter le risque d'avoir ces complications de grossesse, que cette diversité du microbiome, elle est importante et que les patients qui vont avoir une faible abondance de lactobacilles, elles vont avoir moins de risques, elles vont avoir plus de risques d'accoucher prématurément que les femmes qui ont un microbiome avec du L. crispatus. On va pouvoir avoir des interventions justement sur la composition du microbiote et prévenir et traiter la prééclampsie et le diabète gestationnel si on a réussi à déterminer quelles bactéries étaient déséquilibrées, et qu'on va probablement dans les années à venir élaborer des stratégies préventives qui vont être basées sur la modulation de ce microbiote en utilisant des prébiotiques, des postbiotiques qui seront sélectionnés en fonction de la dysbiose individuelle, et que voilà, la recherche elle est vraiment toujours en cours, mais vous voyez, il y a plus de 400 articles dans les 2 dernières années, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui bouge beaucoup, et du coup c'est vraiment une des formes de prévention primaire prénatale qui va pouvoir permettre de réduire les risques pour le nouveau-né. Donc c'est important qu'on ait des connaissances sur le microbiote en obstétrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne. Alors, Rémi va nous parler du microbiote placentaire et peut-être un petit peu comment on fait pour dépister toutes ces bestioles. Oui, donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je vais vous présenter aujourd'hui les travaux que j'ai réalisés pour ma thèse, que j'ai soutenue il y a 3 ans maintenant à l'UMR 1139 à la faculté de pharmacie de Paris-Descartes. C'est des travaux qui ont été encadrés par le professeur Marie-Josée Butel et le docteur Sandra Vido-Dematis. Donc je vais vous parler du microbiote placentaire. C'est un sujet qui a fait débat il y a quelques années et qui fait toujours débat aujourd'hui. Et donc voilà. Donc juste un petit rappel, même si ça a déjà été un peu dit avant, le microbiote, ça va être donc une communauté de micro-organismes retrouvés dans un environnement donné et associés à des fonctions. Il va y avoir plusieurs méthodes pour l'étudier. Tout d'abord la culture, mais ça va dépendre des milieux de culture qu'on emploie. Donc certains milieux de culture sont faits pour certains genres bactériens, mais ça ne va peut-être pas marcher pour d'autres. Il y a également différentes conditions d'incubation qu'on peut utiliser, des cultures en aérobie, en anaérobie. Néanmoins, on estime qu'il y a seulement 20% des bactéries du microbiote qui sont cultivables. Donc on ne va pas pouvoir cultiver vraiment toutes les bactéries du microbiote. En revanche, on va avoir vraiment une information importante, c'est les bactéries qu'on arrive à cultiver, c'est des bactéries qui sont viables. Ensuite, on peut utiliser la biologie moléculaire avec des méthodes ciblées par PCR, qPCR ou encore pour faire du séquençage 16S. Donc le gène codant l'ARN ribosomique 16S, ça va être un gène que possèdent toutes les bactéries et ça va être un petit peu leur carte d'identité. Néanmoins, ça va dépendre beaucoup des amorces qu'on emploie pour les méthodes ciblées. Et sinon, on peut utiliser également la métagénomique globale qui va permettre en fait de séquencer tout l'ADN d'un échantillon. Et là, ça va dépendre plus donc, des technologies qui existent. Donc c'est différentes marques comme Illumina, Nanopore et des analyses bioinformatiques qui sont assez lourdes qui suivent toutes ces données. Et donc avec ces techniques-là, on peut mettre en évidence les bactéries qui sont cultivables, mais également les non cultivables. Mais là, on ne va pas avoir vraiment d'informations si ces bactéries étaient viables ou non viables. Donc ces deux techniques sont complémentaires.
Une étape importante pour le microbiote, ça va être son établissement dans les premiers instants de la vie. Au départ, on va avoir des bactéries qui sont aéro-anaérobies facultatives, qui vont être après remplacées petit à petit par des bactéries anaérobies strictes en majorité, comme il a été dit précédemment. Tout ça, c'est un processus dynamique où le microbiote va gagner en stabilité et en diversité. Ça va permettre de mettre en place toutes les fonctions physiologiques du microbiote, et aux alentours des 3 ans de l'enfant, on va avoir un microbiote qui ressemble à celui de l'adulte. Il y a plusieurs facteurs qui vont influer sur l'établissement du microbiote. On en a déjà parlé, le mode d'accouchement, l'alimentation, l'âge gestationnel, l'usage d'antibiotiques, mais également l'environnement de l'enfant, s'il a des frères et sœurs, des animaux de compagnie, s'il est à la campagne, dans la ville, etc. Et tous ces facteurs vont être assez importants car ça va être associé potentiellement à des pathologies à court terme, mais également à long terme. On va en parler un petit peu plus longuement par la suite, selon le concept de la DOAD, donc c'est l'origine développementale des maladies, et ça montre l'importance des premières bactéries colonisatrices. Donc on s'est posé la question de quand est-ce que vraiment démarre l'établissement du microbiote. Et donc est-ce qu'il existe peut-être un microbiote in utero pendant la grossesse? Donc ça fait suite au postulat d'Escherichia et Tissier, fin 19e, début 20e, qui décrivait le fœtus comme se développant dans un environnement stérile. Par la suite, il y a des bactéries qui ont été mises en évidence dans l'utérus hors grossesse, au niveau du liquide amniotique, et également dans le méconium des nouveau-nés. Puis, en 2014, pour la première fois, l'équipe d'Agar aux États-Unis a décrit un microbiote placentaire, donc un microbiote qui était pauvre apparemment, mais spécifique. Elle a utilisé de la métagénomique globale et du séquençage CSS pour le caractériser. Il y avait une prédominance d'Escherichia coli, certaines similitudes avec le microbiote oral et l'association d'un profil particulier de ce microbiote avec la naissance prématurée. Dans la foulée, il y a d'autres publications qui sont sorties dans les 2 années qui ont suivi, qui décrivaient toujours un microbiote pauvre mais spécifique, en utilisant plutôt là, en général, du séquençage CSS. On avait un genre dominant qui était néanmoins variable, donc pas toujours Escherichia coli, des similitudes avec le méconium, ce qui pourrait témoigner vraiment d'un passage d'un microbiote de la mère à l'enfant, et l'association de profils particuliers de ce microbiote avec d'autres complications de la grossesse, comme par exemple le faible poids de naissance, par exemple. Néanmoins, ce microbiote placentaire, il n'a pas été accueilli si bien que ça par toute la communauté scientifique, car dès la publication du premier article sur le microbiote placentaire, il y a eu un commentaire qui est sorti qui critiquait déjà un petit peu l'existence d'un tel microbiote, car le placenta, vraiment, normalement, a un rôle de barrière, avec donc le syncytiotrophoblaste ici, qui va vraiment empêcher tout passage de bactéries. On parle même de forteresse dans certains articles. Et il y a aussi un cas qui est souvent cité, une publication de 1969, où ils ont fait naître un nouveau-né en conditions purement stériles, donc par césarienne, dans un isolateur, etc., et en fait, l'enfant est resté complètement stérile de micro-organismes pendant plusieurs jours, ce qui prouverait qu'il n'y avait pas de micro-organismes au niveau du placenta. Puis en 2016, il y a un premier article déjà qui est sorti comparant donc, des contrôles négatifs avec des extractions d'ADN donc de placenta, et par qPCR, on pouvait voir, ici vous avez les extractions d'ADN de placenta et les contrôles négatifs, on ne voyait pas de différence entre les deux, et également par séquençage CSS, les extractions d'ADN de placenta ici et les contrôles négatifs, on voit que la communauté bactérienne est assez similaire. Donc, ce qui posait la question de la contamination. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai commencé ma thèse et j'ai essayé de répondre, enfin, en tout cas, d'apporter une petite pierre dans la réponse sur existe-t-il donc un microbiote placentaire ? Donc pour ça, on a recruté des femmes enceintes au niveau de 3 maternités parisiennes, donc la maternité de Port-Royal, la maternité de l'hôpital Antoine Béclair et la maternité catholique de Sainte-Félicité. On a collecté donc les placentas au début en se focalisant sur des prélèvements issus d'accouchements par césarienne programmée pour essayer de travailler donc, dans les conditions les plus stériles possibles. On a même mis en place l'utilisation d'un Alexis, donc c'est un nano-rétracteur de plaie pour éviter vraiment tout contact avec la peau, par exemple, de la mère. Et par la suite, on a également inclus des femmes qui accouchaient donc, par césarienne classique ou alors par voie basse pour comparer un petit peu avec ce qui se faisait dans la littérature.
Donc on récupérait le placenta qu'on transférait dans un seau stérile, puis sous PSM pour rester en conditions stériles. On échantillonnait 3 zones, le cordon ombilical, les villosités choriales et les membranes fétales, toujours associées à des contrôles négatifs. Sur ces échantillons, on a réalisé donc de la culture bactérienne, de la qPCR ciblant le gène codant l'ARN ribosomique 16S pour avoir un petit peu une idée sur si on peut trouver donc de l'ADN bactérien au sein de nos échantillons. Et on a fait également de la métagénomique globale sur 3 échantillons. Au niveau de nos résultats par culture, donc là, vous pouvez voir le compte bactérien par échantillon. Donc des échantillons issus d'accouchement par césarienne avec alexie, par césarienne classique ou par voie basse au niveau des membranes fétales, du cordon ombilical ou des villosités choriales. Et en dessous, on peut voir le nombre d'espèces différentes qu'on a dans chaque échantillon. Donc on a pu voir que dans nos groupes césariennes avec ou sans alexie, on avait des bactéries observées occasionnellement et en faible quantité, avec un nombre d'espèces différentes qui est généralement faible. Et il n'y a aucune différence significative entre les 3 zones échantillonnées, donc entre les membranes fétales, le cordon ombilical et les villosités choriales. En revanche, quand on a analysé nos prélèvements issus d'accouchement par voie basse, on pouvait observer des bactéries systématiquement à l'extérieur du placenta, donc au niveau des membranes fétales et du cordon ombilical, avec un nombre d'espèces différentes qui était également plus élevé. Et tout ça, on voyait donc que c'était entre l'extérieur du placenta et l'intérieur, on avait significativement plus de bactéries, plus d'espèces différentes à l'extérieur du placenta. Autre chose d'intéressant, on avait un peu des outliers donc sur nos échantillons de villosité choriale prélevés après accouchement par voie basse, donc qui montraient un nombre d'espèces différentes plus important et un compte bactérien plus important. Et en fait, ces prélèvements étaient caractérisés par un temps entre la rupture des membranes et la congélation des échantillons qui était un peu élevé. Ensuite, on a identifié donc les bactéries qu'on a pu faire pousser par culture avec des techniques soit biochimiques, soit en faisant du séquençage. Et on a pu voir qu'au niveau des groupes césarienne avec alexie ou césarienne classique, ici, on identifiait principalement des bactéries issues du microbiote cutané ou de l'environnement. Avec un exemple notoire, ça va être en bleu là, c'est les staphylocoques à coagulase négative, qu'on peut retrouver assez souvent sur la peau. Et c'est des bactéries qu'on a également retrouvées au niveau de contrôle négatif, donc c'est des contaminants notoires. Ensuite, quand on regarde nos prélèvements issus d'accouchement par voie basse, on a pu là, en revanche, identifier des bactéries associées au microbiote fécal ou vaginal. Donc par exemple avec les Bacteroides, ici en bleu pétrole un peu, qui sont des bactéries anaérobies strictes dont on a parlé un petit peu avant, ou encore on a trouvé des lactobacilles, des Gardnerelles, etc. Au niveau de la qPCR maintenant, donc on peut voir la quantité à peu près d'ADN bactérien qu'on retrouve dans chacun de nos échantillons, donc au niveau des membranes fétales, du cordon ombilical ou des villosités choriales pour les césariennes avec alexie, sans alexie ou accouchement par voie basse. Et on a vu que la quantité d'ADN bactérien dans les villosités choriales était significativement ici inférieure à celle qu'on retrouve dans nos contrôles négatifs. Idem pour les césariennes sans alexie. Et par contre, c'était assez similaire pour les accouchements par voie basse. En ce qui concerne les membranes et le cordon ombilical, on avait significativement plus d'ADN bactérien dans notre groupe de césarienne avec alexie et dans notre groupe d'accouchement par voie basse, ce qui nous montre donc que l'utilisation de l'alexie pour l'ADN bactérien n'était pas très efficace pour éviter les contaminations. Ensuite, pour la métagénomique globale, donc on a réalisé sur 3 échantillons de villosité choriale avec 3 contrôles également. On a identifié comme espèce dominante une espèce qui est Ralstonia solanacearum, qui est un pathogène de plantes normalement, mais qui est également connu pour être un contaminant notoire des kits de biologie moléculaire pour réaliser du séquençage, de la métagénomique, etc. Donc pareil, on ne pouvait pas faire vraiment de distinguo non seulement entre les villosités choriales et les extractions sans tissu, mais identifier cette espèce-là, c'était un petit peu surprenant. Donc en bilan de ces travaux, par culture, on peut voir que lorsqu'on fait des prélèvements après césarienne avec ou sans alexie, on observe une faible quantité et diversité de bactéries qui ressemblent plutôt au microbiote cutané ou à l'environnement, qui peuvent être également isolées au niveau des contrôles négatifs. Donc ça ressemble assez à de la contamination.
Au niveau des échantillons issus d'accouchement par voie basse, on garde cette faible quantité et diversité à l'intérieur du placenta, mais à l'extérieur, bien sûr, là, on est beaucoup plus exposé. Et donc, on a plus de bactéries et avec plus d'espèces différentes qui ressemblent notamment au microbiote vaginal et fécal, ce qui peut se comprendre lors de la délivrance du placenta. Par qPCR, on identifie de l'ADN bactérien uniquement à l'extérieur du placenta, pas à l'intérieur. Et par métagénomique globale, on a nos échantillons de villosité choriale qui sont assez similaires au contrôle négatif. Donc tout ça, ça nous montre que au lieu peut-être d'un microbiote placentaire, il y a beaucoup de contamination des échantillons qui peuvent arriver, donc notamment lors de la délivrance du placenta ou alors tout simplement avec les kits qu'on utilise en biologie moléculaire ou lors des manips. Donc, ma thèse, moi, j'ai soutenue il y a 3 ans. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait depuis. Ici, vous avez toutes les publications des articles de recherche donc, sur le microbiote placentaire. En rouge, ceux qui sont contre. En vert, ceux qui sont pour. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai soutenu donc, en 2019. Depuis 2019, il y a toujours plus de pour que de contre qui sont publiés. Alors pourquoi ? Une des raisons, c'est que c'est beaucoup plus compliqué déjà de publier des résultats négatifs dans la recherche. Il y a aussi plein d'équipes qui ont dû commencer à essayer de chercher sur le microbiote placentaire, voir qu'a priori ça ne marchait pas bien, donc ils ont dû arrêter sans rien publier. Ensuite, donc là vous avez toute la biblio. Ce que je vous invite à regarder dans chaque article, si vous voulez vraiment vous intéresser au sujet, c'est déjà premièrement, est-ce que dans les cohortes, il y a des accouchements par césarienne et par voie basse, pour voir s'ils mélangent un peu les deux, et également s'ils décrivent bien la technique qu'ils utilisent pour l'échantillonnage. Donc voir s'ils prennent bien l'intérieur du placenta et pas l'extérieur, et qu'ils font bien attention en prenant l'intérieur du placenta à éviter toute contamination. Ensuite, quelque chose d'assez important, parce que moi je l'ai vu dans mes résultats aussi, c'est le temps avant la congélation. Donc quand vous faites les prélèvements, est-ce que le prélèvement après il est vite congelé ou est-ce qu'il traîne un petit peu en salle d'accouchement ou quoi? Ça peut faire varier les résultats dans le sens de il y a un microbiote placentaire. Alors ce n'est pas vraiment le cas. Ensuite, est-ce qu'il y a des contrôles négatifs qui sont réalisés? Donc ça, il y a quand même pas mal d'études qui vont parler de contrôles négatifs, mais il faut bien regarder s'ils sont analysés et si l'analyse elle est présentée. Parce qu'on parle beaucoup de contrôles négatifs, mais en fait, on ne décrit pas forcément qu'est-ce que ça a donné les analyses sur les contrôles négatifs. Et enfin, il faut réfléchir sur la pertinence des espèces qui sont mises en évidence. Donc, par exemple, quand on met en évidence une espèce pathogène de plante au niveau du placenta, il faut se poser des questions et voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire là. Donc, en conclusion, a priori, le placenta ne contient pas ou peu d'ADN bactérien avec probablement des contaminations et pas ou peu de bactéries viables avec probablement des contaminations. Et donc là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'un microbiote. Donc c'était la première phase de ce topo. Ça va être une communauté de micro-organismes dans un environnement donné avec des fonctions associées. Là, on ne va pas avoir vraiment de communauté de micro-organismes, justement, avec des fonctions associées, il semblerait. Néanmoins, il peut toujours y avoir des métabolites bactériens qui peuvent se retrouver peut-être au niveau du placenta et avoir des fonctions, etc. Mais on ne va pas pouvoir parler de microbiote. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres niches qui sont critiquées, notamment le liquide amniotique, les poumons in utero et également, par exemple, le méconium. Donc il faut faire très attention avec tous ces travaux-là. Je finis juste en remerciant toute l'équipe de l'UMR 1139 où j'ai fait ma thèse, tous les gens des maternités qui ont été très gentils avec moi, le DHU risque et grossesse, Anne-Gaëlle et Florence qui m'ont fait rentrer dans les maternités car je n'étais jamais rentré, et Sean Kennedy pour la métagénomique et Jessica pour les belles illustrations. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Alors moi je suis pédiatre, donc je suis un peu comme on m'a dit quand j'ai commencé la pédiatrie, le service après-vente de la gynéco. Donc voilà votre service après-vente. Et donc moi je m'intéresse un peu au microbiote plutôt du bébé, parce qu'on a vu un petit peu ce microbiote, qu'est-ce qu'il avait comme fonction et comment on pouvait le moduler, mais comment cette histoire commence, c'est un petit peu ça qui m'intéresse. Et au fait, on peut dire que quand l'enfant naît, au fait, il se passe 2 naissances simultanées.
il y a la naissance du bébé et la naissance de son écosystème intestinal. Et singulièrement, on va voir que la maman a un rôle assez prédominant dans ces deux naissances. Donc vous voyez, ça va très très vite, à partir de 0, hein, parce qu'on a vu qu'on part de 0. À 2 à 5 jours de vie, on a de l'ordre de 1 milliard de bactéries, et effectivement à 3 à 5 ans, quand la période est stable, on est à 10 puissance 13, ce qui est le cas du microbiote adulte. Alors d'où viennent ces bactéries? Eh bien, globalement, il y a deux aspects fondamentaux qui sont à l'origine de ce microbiote. La première, c'est tout simplement là où vous vivez, votre code postal. Alors on peut faire la carte du monde des microbiotes, on peut aller même zoomer beaucoup plus, hein, de village en village, on peut voir que les gens d'une certaine zone géographique ont un microbiote particulier. Et puis, l'autre origine, eh bien, c'est les gens qui vivent avec vous sous le même toit. Et là, je vous ai mis une diapo d'une étude qui vient de paraître vraiment il y a quelques jours dans Nature, qui a regardé sur plus de 10 000 échantillons fécaux en regardant vraiment au niveau de la souche bactérienne, sans rentrer dans les détails, mais ça nécessite des techniques particulières. Eh bien, ils ont vu que ça, c'est le pourcentage de souches partagées, hein, entre les deux aspects-là. Ici, entre la maman et son bébé. Donc, vous voyez que la maman partage le plus de souches avec son bébé. Je ne touche pas les micros. Pardon, excusez-moi. Donc, entre la maman et son bébé, beaucoup plus que les autres qui vivent dans la famille, ou même que des adultes qui seraient jumeaux. Donc on voit bien que le rôle de la génétique dans le façonnage du microbiote est assez limité. Et puis vous voyez qu'ensuite ça diminue. Donc le bébé hérite des microbes de sa maman. Mais si du coup on remonte un petit peu la génération, eh bien on voit que le microbiote s'est de plus en plus appauvri. D'abord parce qu'on a changé notre alimentation, qui est devenue d'abord avec le néolithique, l'agriculture plus recentrée, hein, par rapport aux chasseurs-cueilleurs, et puis après avec les procédés industriels, etc., plus l'arrivée des pratiques d'hygiène. Alors, douche vaginale, je suis désolé, je ne connaissais pas, mais enfin, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Et les antibiotiques, la césarienne, etc. Et donc, tout ça a fait que les microbes qui sont transmis de la mère à l'enfant aujourd'hui sont beaucoup moins importants que Cro-Magnon. Alors, vous allez me dire, t'es gentil, mais comment tu le sais? Alors, on avait des pistes déjà, parce que quand on regardait, alors Harry en a parlé, entre autres, entre le Burkina Faso et l'Italie, mais même en allant plus chercher vraiment des populations, par exemple les Hadza en Tanzanie, pardon, qui sont vraiment non occidentalisés, qui ont encore un mode de vie chasseur-cueilleur, on voit qu'il y a des grandes pertes de diversité entre eux et les Occidentaux. Mais le plus joli, c'est publié l'année dernière, où ils ont vraiment été chercher dans des coprolites, dans des grottes en Amérique centrale, où ils ont retrouvé du microbiote qui avait plusieurs milliers d'années. Et la conclusion, c'est qu'on a perdu 38% des espèces entre l'époque préhistorique et maintenant. Donc, quand on parle d'extinction de la biodiversité, c'est aussi valable dans nos intestins. Alors, est-ce que ça a vraiment une pertinence que je vous raconte? Eh bien, oui, parce que le fait que, alors que notre génome n'a pas changé sur ces milliers d'années, le fait que ce génome soit en contact initialement avec une diversité beaucoup moins grande d'une part, mais aussi avec des espèces qui vont manquer, eh bien, va faire que peut-être cette transmission d'un microbiote déplété est à l'origine de l'augmentation de toutes ces maladies de type occidental qu'on voit fleurir, qui sont des maladies surtout liées à l'immunité, la dysimmunité, comme effectivement les maladies inflammatoires intestinales, l'allergie, ou même des maladies métaboliques comme le diabète. Alors, maintenant qu'on a vu d'où venait ce microbiote, comment il se met en place? D'abord, il y a des contraintes écologiques. Encore une fois, c'est un écosystème. On part de rien. C'est comme si une forêt se crée dans une prairie. Il va y avoir une succession d'espèces qui n'est pas stochastique. On en a dit un mot tout à l'heure. Vont arriver d'abord des bactéries qui sont anaérobies facultatives, donc elles vont pouvoir consommer l'oxygène, et elles vont faire ensuite le lit des bactéries anaérobies strictes, qui sont les bactéries prédominantes du microbiote de l'adulte.
Et puis un autre effet écologique, c'est l'avantage du premier arrivé. C'est-à-dire si on colonise des souris avec un microbiote d'un donneur A puis d'un donneur B, à la fin, la souris, elle aura plutôt un microbiote qui ressemble au donneur A. Et inversement, si on fait le donneur B. Donc vous voyez que quand on parle microbiote, on n'est pas que dans des effets biologiques, il y a aussi des effets écologiques qui rentrent en ligne de compte. Et puis il y a des facteurs extérieurs qui vont influencer cette mise en place du microbiote. Donc ici, vous regardez la hauteur de barre, c'est les poids relatifs de ces facteurs, et vous verrez qu'ils changent en fonction de l'âge de l'enfant. Ici, à 5 semaines de vie, la barre qui ressort le plus, c'est le mode d'accouchement. Et effectivement, on sait depuis maintenant plus de 10 ans que l'enfant qui naît par voie vaginale va avoir un microbiote qui va ressembler à la peau de sa maman, alors que l'enfant qui naît par du vagin de sa maman, alors que l'enfant qui naît par césarienne va avoir un microbiote qui ressemble plus à celui de la peau de sa maman. Et plus récemment, des études ont montré que cet effet persiste un petit peu. Alors, il n'y a pas de signature définitive, c'est-à-dire à l'âge adulte, si on regarde votre microbiote, on ne peut pas vous dire vous êtes né par césarienne ou par voie basse, la signature disparaît, mais vous voyez qu'elle dure ici pendant à peu près le premier mois, les premiers mois de vie. Et comme on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a un dialogue très important avec le système immunitaire, ça peut laisser des conséquences, par contre, une empreinte phénotypique à long terme. Alors effectivement, c'est ce qu'on a vu ici sur cette étude où on a suivi le microbiote des enfants sur les premières années de vie, et on voyait que ceux qui avaient un microbiote très différent des enfants nés par voie vaginale, eh bien, ils avaient plus de risques de faire de l'asthme plus tard. Donc évidemment, c'est poser la question, est-ce qu'il faut restaurer un microbiote de type vaginal chez un enfant né par césarienne? Et vous avez évidemment entendu parler de ces deux études, une première en 2016 et puis la même équipe en 2021, qui a proposé un vaginal seeding, c'est-à-dire en pratique, ils mettent sur des césariennes programmées une compresse dans le vagin de la maman pendant 1 heure avant l'accouchement, et puis ensuite, quand le bébé sort, ils le tartine, il l'ensemence, je ne sais pas comment on traduit en français bien, avec d'abord la bouche, la tête et puis le reste du corps avec cette compresse. Et donc, la première étude était pilote. La deuxième étude en 2021, vous voyez qu'il y a un peu plus de patients par groupe, 97 vaginales, 49 césariennes et 28 donc avec la méthode d'ensemencement. Et en très bref, ce que vous voyez ici, c'est sur une typologie du microbiote. On voit les césariennes sont en rouge, entre 0 et 1 an de vie chez le bébé. On voit les vaginales sont en bleu, donc vous voyez qu'ils sont très différents. Alors encore une fois, les courbes se rejoignent, ça on le savait déjà. Et vous voyez qu'avec la méthode d'ensemencement, on corrige partiellement, c'est-à-dire on se met dans une situation intermédiaire, aussi bien pour le microbiote fécal que le microbiote oral du bébé. Mais alors, les pédiatres, entre autres, sont des gens assez inventifs et nous, des transplantations fécales, on en fait à 2 heures de vie. Soyez pas choqués parce qu'au fait, on a tous subi une transplantation fécale à la naissance, pour ceux qui sont nés par voie basse en tout cas. Donc là, en l'occurrence, l'enfant, il y a 3 groupes, né par voie basse, né par césarienne, et puis ceux qui ont reçu un petit alico des selles de la maman dans leur premier biberon à quelques heures de vie. Donc c'est les Finlandais qui ont fait ça. Et vous voyez ici, alors les patates, c'est en fonction si le microbiote se ressemble ou pas. Et vous voyez qu'ici, donc les bleus, c'est les vaginales. Ils sont très différents des césariennes et vous voyez que ceux qui sont ensemencés, la patate noire, elle vient se rapprocher plus près de la voie vaginale que de la césarienne, voilà, jusqu'à 3 mois de vie. Donc il y a des idées. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas des choses qui sont recommandées, mais on voit qu'il y a aussi des approches pré-probiotiques et tout ça que je passe, mais il y a beaucoup d'intérêt pour essayer de corriger cet aspect de naissance par césarienne. Et puis, vous voyez, je vous ai dit que les facteurs qui influencent la composition du microbiote changent avec l'âge. Et vous voyez une barre qui se dégage nettement à l'âge de 13 semaines de vie. C'est le fait d'être alimenté au sein. Alors, Harry en a déjà parlé. Évidemment, les bactéries qui sont présentes dans notre côlon sont très influencées par notre alimentation, puisque en pratique, elles digèrent nos restes. Donc, si on leur offre le gîte et le couvert, elles restent, sinon elles s'en vont. Et il y a une particularité dans le lait de femme, c'est qu'il y a des oligosaccharides, dit les oligosaccharides du lait maternel HMO en anglais, qui sont une particularité du lait des primates, puisqu'il y en a 10 à 15 grammes par litre
hein, dans le lait de femme, par exemple, versus quasiment que des traces dans le lait de vache. Et alors, ces oligosaccharides, qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture à microbiote. C'est-à-dire, la maman, quand elle allaite son bébé, elle allaite le bébé et le microbiote du bébé parce que ces oligosaccharides ne sont pas digérés par le bébé et sont dégradés par les bactéries intestinales. La seule chose, c'est qu'il y a au fait très peu de bactéries intestinales qui savent internaliser ces HMO et les utiliser comme substrat. Et du coup, ça va donner une prééminence, un avantage sélectif au fait à ces bactéries, ce qui fait que, alors qu'on dit qu'habituellement un microbiote sain est un microbiote riche et diversifié, alors on a vu déjà que ce n'était pas vrai pour le microbiote vaginal, et ben ce n'est pas vrai non plus pour le bébé qui, quand il est allaité au sein, a un microbiote très simplifié et très riche en ces bifidobactéries en particulier, qui sont capables de digérer les HMO. Et ça a été même montré dans la transmission de la mère à l'enfant. Même si la maman transmet certaines bifidobactéries en grande quantité à son bébé, si elles ne sont pas capables de digérer ces HMO, elles ne vont pas rester s'implanter, vont s'implanter que celles qui sont transmises même en faible quantité, mais qui ont cette faculté métabolique. Alors, si on va plus tard, après, on voit qu'il y a un effet, effectivement, des antibiotiques. Et juste pour dire un mot, parce que vous allez être concernés, les antibiotiques précoces, dans les premiers mois, premières semaines de vie, ont un impact sur le délai de maturation du microbiote intestinal du bébé, avec des conséquences à la fois immunitaires, mais aussi très cliniques, parce que vous voyez ici une revue qui a montré toutes les associations, alors ce sont des études d'association, entre le fait d'avoir reçu des antibiotiques tôt dans la vie et le fait de faire des maladies plus tard, donc vous voyez, asthme, allergie, surpoids, obésité, etc. Alors, pourquoi ça vous intéresse? Parce que juste même l'antibiothérapie perpartum a un effet. Vous voyez ici, ils ont des groupes d'enfants qui sont soit non exclusivement allaités, soit exclusivement allaités, et qui ont eu soit pas d'antibiotiques nés par voie vaginale, pas antibiotiques nés par voie vaginale, ici antibiotiques césariennes électives et antibiotiques et césariennes en urgence. Vous voyez que le microbiote des enfants avec antibiotiques est différent de celui où ils n'en ont pas eu, que ça se voit encore à 1 an, surtout avec un effet cumulatif. Vous voyez ici, chez les enfants qui sont non allaités au sein exclusivement, qui ont lu les antibiotiques plus la césarienne en urgence, et vous voyez que la dysbiose se voit jusqu'à 1 an. Et alors, pour avoir un lien de causalité, il faut passer chez l'animal. Et là, il y a cette étude très jolie, disons, qui a donné comme ça des antibiotiques en péripartum à des souris qui sont génétiquement susceptibles à faire des colites. Et vous voyez que si on ne donne pas d'antibiotiques, la souris reste saine. Hein. Et par contre, si on lui donne les antibiotiques, juste en péripartum, elle va développer une colite. Et ces mêmes auteurs, quelques années après, ont essayé de corriger le tir avec une transplantation fécale. Eh bien, ils montrent bien que si on fait la transplantation fécale chez la souris après l'âge du sevrage, c'est-à-dire à l'âge adulte, eh bien, on ne corrige pas le phénotype et il faut réintroduire des espèces clés très tôt dans la vie pour corriger le phénotype. Donc là, on montre bien que l'antibiothérapie perpartum, par l'induction d'une altération du microbiote intestinal précoce, va entraîner un effet ici d'inflammation intestinale. Alors, encore une fois, est-ce que cette mise en place est un enjeu vraiment pour la santé? Donc j'aime bien montrer cette diapo qui schématise un peu ce microbiote qui, au début, c'est comme cette petite bille sur ce paysage qui peut aller un petit peu dans toutes les directions. Et puis, peu à peu, il va rentrer dans une vallée de la stabilité, c'est-à-dire plus il va se construire, plus il va être stable et résilient. Et puis, en fonction du puits dans lequel il va aller, ça va donner un enfant plus ou moins susceptible de faire des maladies ou pas. Et l'exemple de ça, alors il y a eu beaucoup d'études qui ont montré ça, des études de cohorte où on a suivi au fait le microbiote des enfants depuis la naissance, puis on a regardé leur devenir. Et ici, vous voyez par exemple sur une maladie qui est la dermatite atopique, l'eczéma, eh bien que les enfants qui vont faire un eczéma entre l'âge de 3 et 6 ans, eh bien, quand on regarde leur microbiote à partir de la naissance, on voit qu'il prend une trajectoire différente. Ici, dans un indice de diversité, donc
le microbiote initial diverge dès le début de la vie, avant même que l'enfant ne fasse son eczéma. Et puis une autre étude de cohorte que je vous montre très rapidement parce qu'elle a un impact pendant la grossesse. Donc ici, on a pris des femmes qui ont donné naissance à des enfants. On a regardé le microbiote intestinal de ces femmes. On a vu qu'on pouvait les séparer en 2 clusters. qu'en fonction du cluster, le microbiote du bébé n'était pas le même, ce qui est logique puisqu'elle a transmis ses microbiotes à son bébé, et qu'il y a un des clusters où, quand en plus l'enfant est né par césarienne, il y a une augmentation du BMI chez l'enfant. Donc le fait d'être né d'une maman qui a un certain microbiote plus par césarienne, on augmente le risque de devenir en surpoids plus tard. Et alors, ce qui est intéressant, et je vous la raconte parce qu'elle n'est pas très lisible, c'est qu'ils ont essayé de rechercher quelles étaient les différences chez les femmes entre les 2 clusters. Et la seule différence qu'ils ont retrouvée, c'est que les femmes dans le cluster 2 mangeaient moins de fibres et mangeaient moins d'acides gras, moins de DHA. Et donc, c'était ça qui les mettait dans ce cluster, disons, plus pathologique. Donc, on voit bien que l'alimentation pendant la grossesse peut avoir un rôle sur le microbiote de la mère, qui du coup en cascade va avoir un rôle sur le microbiote du bébé, qui du coup en cascade va avoir un rôle sur le phénotype du bébé. Alors là, j'ai été un peu rapide parce que tout ça c'est de l'association, donc il faut bien évidemment différencier association et causalité. Alors j'aime bien mettre cette petite diapo que vous connaissez probablement, c'est l'association très nette entre la consommation de chocolat et les nombres de prix Nobel par individu dans les pays. Donc, vous pouvez manger du chocolat. Mais pour aller vers une causalité, là, il faut passer par le modèle animal. Et par exemple, cette étude a bien montré cette causalité qui passe par le microbiote intestinal. Donc là, on a pris des femmes enceintes, obèses ou de poids normal, qui ont donc donné naissance au bébé, et on a prélevé le microbiote de leur bébé, qui eux sont en bonne santé évidemment, et on a transféré ce microbiote à des souris sans germes, qu'on a ensuite challengé avec un régime riche en graisse, et on voit que les souris qui ont reçu le microbiote d'enfants nés de maman obèse, donc d'enfants sains mais nés de maman obèse, vont faire plus de stéatose hépatique que ceux qui ont reçu le microbiote d'enfants nés de maman de poids normal. Donc là aussi, on a bien un lien que c'est la dysbiose transmise qui peut avoir un effet phénotypique chez le bébé. Donc, je conclus parce qu'on est grave à la bourre, comme on dit. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que la construction du microbiote du bébé, par le fait qu'il est en étroit contact avec l'intestin et en particulier le système immunitaire, a une influence sur le phénotype du bébé dans un tas de maladies. On a vu métaboliques, dysimmunitaires, mais aussi de pathologies infectieuses. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais c'est le cas aussi. Et que donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'appauvrissement du microbiote au fil des générations pourrait favoriser justement l'émergence qu'on voit aujourd'hui des maladies dites occidentales, que la maman peut transférer une sensibilité à la maladie par la transmission d'un microbiote dysbiotique, que ce qui va déterminer ce microbiote chez l'enfant, c'est beaucoup son environnement, la voie d'accouchement, son alimentation et éventuellement les médicaments, et que cette trajectoire précoce, on l'a vu, peut être associée à un état de santé modifié plus tard dans la vie. Voilà, j'ai fini. 10 minutes si vous avez des questions, du coup, je crois. On a des questions. Vous allez peut-être revenir, M. Sokol et puis Rémi. D'abord, je voudrais vous remercier, c'était extrêmement passionnant et j'ai tout compris sur un sujet quand même assez complexe, donc je pense que c'était extrêmement bien présenté, donc je vous remercie beaucoup. Moi, j'avais juste une question pour Rémi. Moi, je suis virologue, je travaille en laboratoire et en fait, je me suis posé la question toute la présentation, quels étaient les fameux témoins négatifs qui avaient été utilisés? Dans mes manips à moi. Donc il y a plusieurs témoins négatifs pour la culture. En gros, on utilise un milieu de culture où on met pas d'échantillons dedans, tout simplement, parce que ça va être un milieu qu'on utilise pour congeler les échantillons
avec du glycérol, c'est pour essayer de préserver donc, les bactéries des effets de la congélation. Et en fait, on utilise le même milieu qu'on emploie pour congeler les vrais échantillons sans rien dedans. Et après, pour la biologie moléculaire, donc pour la qPCR et pour la métagénomique globale, on utilise des extractions d'ADN ou pareil, à vide, en fait, où on ne met pas d'échantillons pour... C'est de l'eau, en fait. Oui, oui. Enfin, même pas de l'eau, en fait. C'est juste on réalise l'extraction, mais sur un tube complètement à vide. Donc, il y a juste les tampons de l'extraction, etc., qui sont voilà. Oui, bonjour. J'ai failli tomber. Merci beaucoup. Moi, je travaille à la maternité Port-Royal, donc je suis très contente de voir que les placentas qu'on donne permettent de faire avancer les connaissances. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis tout ce que vous avez présenté est très intéressant. J'ai une question un petit peu en marge sur la question du microbiote dans le liquide amniotique, parce que vous avez un tout petit peu évoqué le fait que le liquide amniotique, finalement, n'est pas stérile. Est-ce qu'on peut parler de microbiote avec ce que vous disiez? Est-ce qu'il y a une fonction derrière? Rémi en a parlé, mais en fait, on n'arrive pas à avoir la réponse. En fait, Il y a une très grande série d'arguments qui suggèrent que, en gros, dans le fœtus est stérile. Dans la cavité amniotique, il n'y a pas de micro-organismes vivants. Là, il y a un article qui vient de sortir dans Nature il y a 48 heures auquel j'ai participé, mais qui rassemble des scientifiques du monde entier, qui listent tous les arguments démontrant un petit peu par A plus B qu'il n'y a pas de micro-organismes vivants à l'intérieur du placenta. Ça ne veut pas dire, comme mon collègue l'a dit, qu'il n'y a pas d'influence du microbiote maternel sur ce qui se passe dans le placenta, notamment vis-à-vis des métabolites, c'est-à-dire des petites molécules qui sont fabriquées par le microbiote maternel, qui sont absorbées, qui passent dans le sang après être passées par le foie et qui vont littéralement nous imbiber des pieds à la tête. Et donc, il y a des molécules microbiennes qui vont passer chez le fœtus, l'embryon, avoir très probablement des effets pendant la gestation, mais aujourd'hui, il y a quand même vraiment une liste d'arguments très très importante pour dire qu'il n'y a pas de microbiote dans le sens qui a été défini et qui est aussi le sens réel, c'est-à-dire une communauté de micro-organismes vivants. ça, Olivia, par rapport au fait que certains pays font des ponctions de liquide amniotique systématiques sur les chorios, enfin les suspicions de chorios ou sur les MAP, ou c'était pas par rapport à ça? D'accord. Mais toujours pas. D'accord. Et les expériences qui ont été décrites chez l'homme, alors il y a eu effectivement un cas, mais aujourd'hui chez l'animal, on fait des animaux sans germes tous les jours, des souris, mais aussi des animaux plus gros, des cochons, avec en gros la même méthode qui est de faire une césarienne, d'isoler soi-même. Alors pour l'animal, on fait même une hystérectomie. Et on rentre l'utérus qui a été nettoyé, aseptisé complètement dans une bulle stérile. Et comme ça, on fait des animaux sans germes. Et donc, juste cette expérience-là démontre le fait qu'on n'a pas de micro-organismes vivants dans l'utérus. Dans l'utérus, pardon, pas dans l'utérus, dans la cavité amniotique, ce qui est différent, effectivement. Exactement, dans le fond. Merci pour votre présentation. S'il vous plaît, j'ai une question concernant effectivement la transplantation fécale chez les enfants qui sont nés par césarienne. Est-ce qu'il y a déjà des protocoles? Est-ce que c'est une pratique qui va être généralisée dans la maternité? On a quand même beaucoup d'enfants qui sont nés par césarienne, vu effectivement les bénéfices qu'ils peuvent avoir après ces enfants dans leur avenir. C'est une très bonne question. Je pense que ça va être un vrai champ là, qui est en train de s'ouvrir et qui va s'ouvrir. La question, c'est si on considère qu'effectivement, il y a une histoire de je suis né par césarienne, j'ai un microbiote dysbiotique et donc ça m'augmente le risque de faire des maladies plus tard, comment je corrige cette dysbiose?
Vous avez vu qu'il y a pour l'instant le vaginal seeding, il y a la transplantation fécale, il y a aussi tout un tas de, si vous regardez dans les laits qui sont distribués dans le commerce pour les préparations infantiles, vous voyez un tas de pré-probiotiques, etc., avec des allégations de « je suis né par césarienne, ça va corriger la dysbiose ». Donc il y a un tas de pistes. Aujourd'hui, je ne connais pas d'études qui ont regardé un effet sur le phénotype du bébé. Pour l'instant, les critères, ils sont juste sur le microbiote. Donc on peut espérer que derrière, il y ait un effet sur le phénotype, mais ça sera très dur à mettre en évidence parce que même si la naissance par césarienne augmente d'un facteur 1,52 le fait d'être asthmatique, eh bien, ça sera très difficile de mettre en évidence un effet préventif. Donc je pense que la question est ouverte, certes, mais est pas prête de se clore. Je crois qu'on n'aura très probablement jamais ce genre d'éléments. D'un point de vue théorique, il y a un intérêt. Il y a maintenant une liste de données épidémiologiques qu'Alexis nous a rappelées, des données expérimentales qui sont assez claires. Après, l'élément, alors moi, je suis gastro-entérologue, hein, donc je suis ni pédiatre ni gynéco, mais de mon point de vue, il faut juste être prudent et ne pas risquer de faire quelque chose de délétère. Parce que voilà, on peut aussi transmettre des infections. Donc, les réflexes auxquels on peut penser, c'est tester. On parlait tout à l'heure du strepto B, par exemple. Et après, il y a aussi d'autres questions qui sont un peu conceptuelles. Alexis nous a bien montré qu'une grande partie du microbiote, effectivement, venait de la mère. Mais quid si la mère a elle-même une maladie dans laquelle le microbiote est altéré? Donc, par exemple, pour les maladies qui m'intéressent, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, parfois on recommande des césariennes chez ces patientes, pas vis-à-vis du microbiote, mais parce qu'elles ont des lésions anopérinéales sévères et donc il y a un risque de traumatique. Mais est-ce que chez ce genre de patientes, il faut coloniser le nouveau-né avec le microbiote maternel? C'est une question qui vraiment se pose. Donc, pas simple. Merci. On parlait justement c'est une pratique qui est très demandée par les patientes, enfin en tout cas de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez eu cette demande, mais moi j'ai des patientes qui me demandent si elles peuvent mettre la compresse vaginale dans le vagin et badigeonner leur enfant après leur césarienne. C'est demandé de plus en plus par les patientes. Je rejoins vraiment M. Sokol par rapport à cette précaution. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va leur mettre dans la bouche, en l'occurrence, puisque vous ne connaissez pas le microbiote de votre patiente. Et en plus, sur l'étude, enfin, tu as parlé des 2 étapes de l'étude, justement, avec le vaginal seeding, Alexis. Et en fait, dans la première, il y avait quand même beaucoup de germes digestifs qui étaient retrouvés dans la bouche des bébés. Donc, en fait, ça fait un petit mélange qui n'est pas forcément tout à fait adapté pour l'enfant. Et puis, la précaution du strepto B, on essaie de limiter les infections néonatales à strepto B. On a gagné ça avec les antibiotiques. Si on le met sur les patientes qui ont des césariennes et qui n'ont pas eu l'antibiothérapie, en l'occurrence, qui ont juste un flash, on n'a pas la protection et cette diminution du risque d'infection à strepto B. Et donc, on va se retrouver avec des enfants qui vont peut-être avoir un strepto B par césarienne, alors que ce n'était pas le but initial, en fait. D'accord ? Donc, il faut faire attention de ne pas le faire n'importe comment. Si on le fait, je pense qu'il faudra qu'on se mette d'accord sur comment on le fait et avec quelles précautions en amont sur le microbiote vaginal maternel. Et juste pour confirmer ce qui vient d'être dit, vous avez peut-être noté que dans l'étude là de la transplantation fécale, il y avait beaucoup moins d'enfants avec la transplantation fécale parce que en fait, ils ont dû éliminer un tas d'échantillons. Il y a plein de mamans qui n'ont pas été éligibles parce qu'en analysant le microbiote, ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas le transplanter au bébé. Parce qu'il y avait des bactéries potentiellement pathogènes. Merci. Bonjour, moi je suis pathologiste, donc rien à voir. Ma question s'adresse à Anne-Gaëlle Cordier, qui est gynécologue, si j'ai bien compris. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, justement, est-ce que vous avez des femmes enceintes qui vous demandent une analyse plus poussée de leur microbiote? Est-ce que vous le faites en prévention primaire ou en prévention secondaire chez les patients qui ont, par exemple, des maladies chroniques de l'intestin ou alors qui ont déjà fait une prééclampsie ou qui ont un diabète gestationnel, par exemple? Pas du tout. En fait, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent le microbiote. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette session. C'est que je pense que c'est important d'informer tout le monde que le microbiote, c'est aussi important dans l'obstétrique. Et donc, je pense que on est au début de l'histoire pour l'obstétrique, là. Juste un commentaire. À ce jour, il n'y a aucune indication à réaliser d'analyse de microbiote, mais d'un point de vue médical, quelle que soit la situation clinique. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des tests basés sur le microbiote à l'avenir. Je suis persuadé, et probablement mes collègues aussi, qu'on va avoir ce type de test. Mais aujourd'hui, les tests qui sont disponibles n'ont aucun intérêt médical pour les patients ou pour les médecins.
Bonjour, merci pour cette session qui était effectivement très intéressante, d'autant que j'ai effectivement moi aussi tout compris. Une question très pratico-pratique, puisque moi je suis une clinicienne de base. Est-ce que d'une part on a intérêt à rechercher les dysbioses chez nos femmes enceintes, systématiquement, surtout quand elles ont quand même des petits signes? Deuxièmement, est-ce qu'on a intérêt à leur parler un peu plus d'alimentation? Voilà. Sur la dysbiose, on est un peu bloqué, c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est que, enfin, on va pas pouvoir aller très très loin, on va avoir un rendu de microbiologie classique. C'est sûr qu'une personne qui n'a pas du tout de lacto, ben, on va se dire, il va falloir essayer de rééquilibrer, mais pour l'instant, on a du mal à vous dire avec quel probiotique il faudrait le faire, mais bon, c'est des choses qu'on peut travailler. Après, la deuxième question, c'était... L'alimentation. Oui, l'alimentation. Orienter l'alimentation. Ça, par contre, voilà, c'est le premier topo que vous avez eu. Hein, c'est la première chose, c'est l'alimentation. Et donc, c'est par là qu'on peut rééquilibrer les choses. Donc, en fait, moi, je pense que les patientes que vous allez traiter pour notre truc de base, qui est la mycose, entre guillemets, si on veut faire un peu rapide dans ce que je vous dis, ou la vaginose, la première chose, c'est, au lieu de lui mettre 36 ovules vaginaux, c'est peut-être déjà de lui dire manger correctement. Mais c'est pas si simple que ça, c'est de leur réapprendre à manger à ces patientes avec justement apporter les bactéries, enfin l'alimentation qui va permettre d'avoir les bonnes bactéries. Donc c'est une rééducation, mais enfin, on a 30% d'obésité en France, je pense qu'on a un petit problème d'alimentation. Donc ça va falloir le travailler, ouais. Merci. Olivier Picone, je suis ravi qu'il y ait eu cette session. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Mais je tenais à vraiment vous féliciter tous les quatre et Anne-Gaëlle d'avoir fait cette session sur le microbiote qui est vraiment extrêmement importante. Et je suis sûr que dans les années à venir, on en parlera encore de plus en plus. Et on peut déjà dire qu'on va vous réinviter, je pense, dans 4-5 ans pour voir l'évolution des connaissances et la mise en pratique de tout ça. Alors je suis désolé, mais comme je n'ai pas tout écouté puisque je suis arrivé en retard, vous avez parlé du vaginal seeding et de la transplantation fécale, mais c'est aussi important d'insister sur le pot à pot. Le pot à pot aussi permet de transmettre pas mal de bactéries de la mère au nouveau-né. Je pense que c'est aussi important pour les prématurés, ce pot à pot pour ça. Et du coup, je ne sais pas si vous avez parlé de l'influence du pot à pot sur le microbiote. Non, j'en ai pas parlé. J'ai encadré une thèse de sage-femme à ce sujet-là. Et au fait, il y a une littérature presque nulle sur le pot à pot et la transmission. Et je ne suis pas sûr que le pot à pot ait une grande influence sur le microbiote intestinal. Je ne suis pas sûr que la peau soit un grand pourvoyeur de microbes intestinaux. Maintenant, ça a sûrement 1 milliard de bénéfices que je ne discute pas, mais spécifiquement sur le rétablissement d'une dysbiose intestinale chez le bébé, en tout cas, la littérature, c'est le désert, hein, pour l'avoir regardé il n'y a pas longtemps. S'il n'y a plus d'autres questions, on va vous remercier. On espère que voilà, vous avez appris pas mal de choses. Et voilà.